Coucou, coucou. J'espère que vous allez bien. Oh, voilà ma souris, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en mêle. Salut Farah. Alors attendez, je me démêle tout ça. Après j'explique. Bonjour à toutes et à tous. Salut, salut, c'est le matin, il y a le café, on est bien. Déjà, merci d'ailleurs à tous ceux qui ont follow suite à la dernière émission. Puis entre-temps, donc il y a pas mal de monde sur YouTube ou Twitch. Merci à Fred d'avoir fait un petit mot sur sa dernière émission. Je vous ai ressorti des vieux lives que j'avais coupés en plus petits morceaux pour que ce soit plus digeste, histoire de se remettre dedans, pour vous, mais surtout pour moi. Et du coup, la plupart de ces lives, la plupart de ces vidéos, mais qui sont issues du même live, on parlait des conditions de victoire. Du coup, ça m'a permis de rebosser un peu dessus. J'ai une proposition, pas tout à fait ce qu'on avait dit, mais il y a des idées de ce qu'on avait dit. Je vais vous en parler. Donc oui, ça c'était les lives. Il y a encore un autre vieux live, faut que je le réécoute pour voir si c'est pertinent de le mettre en ligne sur YouTube. Après c'est bien, hein, parce que c'est aussi c'est VOD YouTube, c'est aussi surtout une notion d'archivage hein, finalement. Donc c'est cool quand même de les mettre, mais je vais voir de quoi ça parle. Si ça parle des sites, ce serait parfait, parce que c'est la prochaine étape pour laquelle je me penche. Enfin, j'ai déjà commencé, mais je veux dire, celle que j'aimerais vous présenter, parce que là je vais vous parler des conditions de victoire et de fin de partie. Sur quoi je pars en tout cas. Après on peut en parler, hein, comme d'hab, on peut en débattre. Et puis quoi qu'il arrive, vous le savez, c'est l'alpha, rien n'est bouclé. Rien n'est bouclé. Mais c'est comme c'est le même souci que je vais avoir pour tout avec l'alpha, c'est que je suis toujours le cul entre deux chaises en me disant est-ce que je simplifie pour qu'on aille plus vite et qu'on teste des trucs, ou est-ce que quand même je mets 2-3 mécaniques un peu plus avancées, mais justement pour les tester, pour gagner du temps sur la bêta et puis pour avancer plus vite et tout ça, mais à chaque fois c'est un choix à faire ou pas. Les conditions de victoire. Les conditions de victoire. J'ai écrit des trucs incroyables. Il est beau ce fichier texte, n'est-ce pas? Il doit y avoir sûrement plein de fautes aussi. Mais bon, ça, on passera pour aujourd'hui. Je pense que vous vous en doutez. Hein, j'ai pas fait un truc forcément commun, j'ai envie de dire. c'est pas forcément trop ce qu'on a l'habitude. J'ai essayé pas mal de m'inspirer. Il y a quand même une certaine forme de scénarisation, vous allez voir. Mais j'ai quand même essayé de pas mal de m'inspirer comment dire, de l'esprit jeu vidéo Arena et compagnie. Comme on en parlait dans les lives d'ailleurs. Hein. Je pense que c'est pas mal parce que ça plante un peu justement. Doc Data parlait de narrativité et je pense que justement de faire référent à ça et tout, d'évoquer ce genre de choses, ça plante gentiment une narrativité. On est dans le jeu vidéo quoi. Et donc j'ai fait ça. Puis comme, je sais pas pourquoi, j'en avais marre de bosser, je me suis amusé à mettre de la couleur. C'est très moche, hein. On est d'accord, ce sera pas le truc final. Hein. Et c'est juste, ça va nous servir de support visuel pour aujourd'hui. Je l'ai fait juste pour aujourd'hui. J'ai fait ça hier, histoire qu'on puisse regarder un peu ensemble, que je puisse vous expliquer. Comme je l'avais dit dans des lives, je sais plus lesquels, j'ai vraiment envie que ce jeu... Alors déjà, c'est un outil, c'est une boîte à outils de création pour nous. Et en plus, on essaie de le concevoir de manière à ce que ce soit aussi pour les joueurs, pour vous, et pour toute la commu, qu'on puisse créer à partir même de ce jeu. Ça simplifie, que ça invite à créer des choses dans le jeu. Mais aussi, je voulais que ce soit une boîte à outils pour, en tant que joueur, comme je vous avais dit. C'est pour ça qu'on fait des sides, des skins et tout différentes, qu'il y a des combos et tout. C'est parce que l'idée, c'était un petit peu de permettre aux joueurs de construire sa façon de jouer, sans que ce soit... Enfin, c'est là la difficulté du développement pour nous, hein. C'est que sans que ce soit déséquilibré à mort, quoi. Salut, ouais, ça va bien. J'ai même petit déjeuner pour te dire, je suis à fond. Donc du coup, voilà, je voulais que ce soit une boîte à outils aussi de création, mais aussi de joueurs. On s'amuse à fabriquer sa façon de jouer. Et donc aussi sa façon de gagner. Ça, on en avait beaucoup parlé dans le live justement que j'ai mis en VOD, c'est que cette idée qu'on avait émis par exemple l'hypothèse que les équipes qu'on allait jouer allaient influencer sur la façon de gagner des points. Au niveau de la narrativité, on voulait travailler sur un truc un peu notion avec le public, parce qu'on fait du show, tout ça.
C'est un peu ça le cadre narratif de notre jeu. C'est que finalement, les personnages qu'on joue sont là pour faire le spectacle, en fait, hein. Ils sont là pour ramasser le chèque à la fin, parce que le public a été ébahi. Mais tout ça, voilà, ça faisait plein de petits éléments qui, qui permettaient de construire sa façon de jouer. Mais je voulais, parce que comme on fait un multijoueur, il fallait qu'il y ait quand même une espèce de tronc commun qui permette de se tirer la bourre. Parce que si chacun fait ses petits objectifs dans son coin, on peut vite se retrouver dans des situations de partie, même si, oui, le terrain est petit, il n'y a pas beaucoup de joueurs et tout, donc c'est assez dur d'éviter les autres quoi qu'il arrive, on va se rentrer dedans. Mais je veux dire, le fait d'avoir chacun ses petits objectifs à soi, je trouvais que ça créait une problématique, ça enlevait de l'interactivité entre joueurs. Alors que si on a des objectifs communs et qu'on est obligé un peu de se tirer la bourre, bah c'est cool. Et aussi, il y avait, ça m'a fait du bien de revoir ces lives parce qu'il y avait aussi un point qui était important pour moi dès le début et que je commençais un peu à zapper à force de travailler sur comment on gagne la partie. C'était bah, l'utilisation du matériel. Je voulais vraiment, quitte à en faire trop et en enlever après, mais je voulais vraiment essayer d'utiliser le matériel. Le matériel, et le matériel, c'est quoi? C'est surtout les cartes, que ce soit les cartes de profil ou que ce soit les cartes à jouer, tout simplement. Donc, du coup, il réfléchit à ça, hein, fait la mayonnaise et tout. Et je suis arrivé sur un système de score multiple, en fait. Un système de score multiple. Et il y avait une idée aussi de Farah là, qui m'a parlait des succès qu'il y a dans les jeux. Sur Steam, vous avez des succès et tout. Et j'aimais bien cette idée-là. Pourquoi j'aimais bien cette idée-là? Alors déjà, narrativement, bah, on est en plein dans les clous, c'est super cool. Parce que voilà, c'est le jeu vidéo, c'est les succès et tout. Ça nous campe un peu le décor. C'est cool. J'aimais bien aussi parce que si on fait du scoring, effectivement, et qu'on se le fait à la Yams et compagnie, et qu'on enchaîne des scores, des scores, des scores, ça fait des gros chiffres, c'est un peu relou. Ça peut être rigolo aussi, hein, parce que j'aime bien cette notion de scoring, ça me rappelle les vieux jeux vidéo, justement, les arcades et compagnie. Mais que ce soit le point principal, ça me dérangeait un peu. Je voulais un truc qui, en termes de chiffres, soit plus simple. J'aime bien les petits chiffres, vous verrez assez rapidement, je pense. Et aussi, ce que j'aimais bien en termes de succès, c'est un truc qu'on n'abordera même pas dans la bêta, je pense, mais je voulais qu'on se laisse la porte ouverte. C'est si on se fait un système plus évolutif par la suite, un mode de campagne par exemple, où on a envie de voir évoluer sa team et tout. Et ben, je trouve que l'idée de succès, justement, ça peut être un outil à utiliser pour ce genre de choses. Donc ça nous ouvre une porte, si un jour on veut développer ça, sur le côté un peu plus campagne. Ça pourrait être sympa. Du coup, ce serait des succès à cocher, un petit peu comme une case de bingo, tu vois. C'est comme ça que tu peux faire évoluer un peu enfin, la réputation de ton équipe. On ait eu un meilleur score, on ait eu machin, tout ça, etc., etc. Donc ça pouvait être intéressant. Donc il y avait toutes ces idées-là qui se mélangeaient dans ma tête. Après, il y avait plusieurs aspects aussi. J'avais parlé que j'aimerais bien, comment dire, cadencer, rythmer la partie. Pas juste faire des tours et c'est une partie. Au début, c'était ça, hein, c'était juste des tours, il n'y avait pas de manches. Je l'ai découpé en manches. J'ai fait des petits calculs. Faudra faire des tests pour voir si c'est juste. Donc pour le moment, là, ce que je vous présente comme idée, c'est des idées qui sont faites avec des tests théoriques, pas des vrais tests de partie. Donc ça se trouve, c'est totalement faussé et il faut tout revoir les chiffres. Je pense que le principe est bon, mais après, en termes de chiffres, c'est peut-être pas bon. Peut-être qu'il faudra plus, peut-être qu'il faudra moins, faut voir. Moi, j'ai fait des calculs minimax, enfin, voir au maximum, en moyenne, combien un joueur va tuer de personnages partout, etc. Mais je voulais cadencer aussi la partie parce que, ben, tout simplement, c'est tout con, hein. Mais à chaque tour de table, jusqu'à présent, quand t'étais mort, bah, tu repopais. Et donc, du coup, je trouvais que c'était pas très contraignant de mourir finalement, parce que tu repopes le tour d'après, donc ça t'a pas retiré de la partie finalement, ça t'a juste déplacé sur le terrain, parce que tu repopes. Donc je voulais qu'il y ait quand même un petit temps où tu dis putain merde, j'ai perdu mon joueur, je peux pas m'en servir pour que je tienne ce temps-là, tu vois. Ou justement, à l'inverse, toi, ta stratégie fait bon, bah, si j'arrive à lui dézinguer tout de suite, parce que lui il me fait vraiment chier son personnage, j'aurai au moins 2 tours tranquilles ou un truc comme ça, tu vois. Donc voilà, je voulais cadencer ça, donc j'ai rajouté ça, mais du coup ça influe sur les scores. On voulait parler de la condition de fin de partie. Au début, c'était que les morts. Je le garde d'ailleurs, mais j'ai mis deux façons de conditionner la fin de partie. Parce que si c'est que les morts, ça devient pas une stratégie. Enfin, si, ça reste une stratégie, mais je veux dire, c'est la seule stratégie. C'est-à-dire, pour mettre fin à la partie, il n'y a que ce moyen-là. Et donc, celui qui veut pas mettre fin à la partie grâce à ça,
il n'avait pas d'option. Là, dans ce que je vais vous proposer, il y a une option aussi de pas finir la partie par les morts, mais de finir la partie de manière plutôt classique. Mais ce qui permet aussi d'avoir une stratégie, voilà, de se dire, d'essayer de faire durer la partie, de tirer un max pour avoir un max de points, par exemple, parce que vous avez un, je sais pas, si par exemple on repart dans l'optique de campagne, votre but c'est de faire un maximum de score, vous en foutez de gagner la partie. Ça peut être intéressant d'essayer de tirer au max la partie. Et justement, ça rend plus difficile de terminer la partie par les morts. Ça devient pas un automatisme, ça devient un choix. Il faut vraiment se focus sur ça pour arriver à terminer la partie plus tôt. Donc ça devient vraiment une stratégie très axée et pas juste qui va de soi et qu'on fait de toute façon. J'ai principalement fait mes calculs aussi pour 3 joueurs, 3 à 4 joueurs. Quand on va passer sur des 5, 6, et j'avais dit qu'on pouvait aller jusqu'à 8, je maintiens l'idée qu'on peut le faire, mais pour le moment, c'est pas l'alpha, elle se focus pas trop là-dessus. Donc en termes d'équilibrage, on se concentrera sur la bêta à voir s'il faut faire des agencements entre les modes de partie ou pas. Pour le moment, je me focus sur le format que j'appellerais principal, c'est 3 à 4 joueurs de 3 figurines par équipe. Parce que c'est comme ça que j'avais conçu le jeu à la base, donc voilà. Quand on va passer sur des nombres plus élevés de joueurs, ça va changer un peu de trois trucs sur la façon de jouer. Bah déjà, par exemple, si on est à 8, on va jouer qu'un personnage, un ou deux personnages chacun, quoi. Non, un personnage chacun, ouais. Donc forcément, ça change beaucoup de choses. Donc ça, on y met un peu de côté. Les règles, je pense, elles fonctionnent avec, mais elles sont peut-être pas opties pour jouer à autant. Il faudra sûrement rajouter des choses ou améliorer des choses, modifier, enfin des petites choses, mais voilà. Et pour le moment, on s'y met de côté. Nous, on veut que le format 3-4 joueurs, il marche à donf. Ça, et puis voilà, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, je voulais vachement réutiliser les cartes et remettre du rythme, comme je vous avais dit. Donc, comment ça marche? Et ben, du coup, la partie va se dérouler si elle n'est pas terminée avant à cause du curseur de mort, la partie va se dérouler en 3 rounds, 3 manches, en français. En bon je les ai écrits en anglais, je suis parti sur mon truc d'anglais, mais parlons en bon françois aujourd'hui. Donc ces 3 manches qui vont être d'une durée de 3 tours de table, en fait. En gros, si personne ne meurt, chacune de vos figurines sera activée 3 fois, potentiellement. Et ces 3 manches, elles vont être rythmées par un défi de manche. C'est là qu'il va y avoir une forme de scénario. Mais au lieu de faire un scénario qui dure toute une partie, vraiment, c'est un mini-scénario qui dure 3 tours. Voilà, dans 3 tours, il faut arriver à performer dans ce type de truc-là pour réussir à gagner les points. Mais c'est pour ça aussi que du coup, je voulais mettre plusieurs axes de façon de marquer des points et de gagner la partie, parce que même si vous tombez sur un scénario de manche qui ne vous met pas enfin, qui vous aide pas du tout, vous êtes vraiment pas bon là-dedans, je voulais qu'il n'y ait rien de dramatique. C'est une stratégie de se dire, ok, ce scénario, je m'en fous, moi je me focus sur, par exemple, faire mon nombre de kills, récolter des crédits ou faire des choses comme ça. Et tant pis pour ce scénario-là, je me rattraperai sur la manche d'après. Et donc, du coup, par exemple, avoir une stratégie de parasitage des autres pour les empêcher. Par exemple, celui qui a le plus scoré, vous êtes déjà à la manche 3. Il y en a un qui a vraiment trop scoré. S'il gagne la manche 3, ça sera compliqué de le rattraper. Et ben, tant pis. Je me focus à l'empêcher de gagner la manche 3. Et puis je fais un clin d'œil à mon voisin de droite pour qu'il en fasse de même. Ça, c'est vraiment un aspect du multijoueur que j'adore. Ces petites alliances temporaires qui se créent. Donc du coup, j'ai essayé de mettre avec ce système de victoire, de mettre, de favoriser ce genre d'échange qu'il y a autour d'une table. Donc ça va se diviser en trois manches, comme je disais, qui ont chacun 3 tours. Et donc les rip-hop ne se feront qu'à la manche suivante. Ainsi que, je pense, on va garder les lootbox, là, comme je vous avais marqué sur le terrain, là, je vous avais fait une image. D'ailleurs, je pourrais le remontrer. D'ailleurs, je les ai épinglés sur le Discord, comme ça vous pouvez les retrouver plus vite, ils sont dans les messages épinglés. Mais si je peux nous en mettre un là pour histoire qu'on... Voilà. On voit mieux. C'est les emplacements des lootbox. Donc on va garder ce truc là. J'en parlerai plus tard peut-être des lootbox. Ou peut-être aujourd'hui, je sais pas, parce que j'ai pas tant de choses à dire, je pense. Après ça dépend de nos conversations, mais je pense que ça peut aller assez vite que je vous explique le système de victoire. Donc peut-être qu'on parlera un peu de ce que j'envisage pour les lootbox, mais là je suis pas encore défini. Beaucoup moins en tout cas que les conditions de victoire que je vous présente aujourd'hui.
Mais l'idée, c'est quoi là? Donc les rip-hop, qui sont dans les angles et les côtés là, les loot box, tout ça, ça n'apparaît qu'en début de manche. Eh, mais du coup, tu casses la mécanique de monter en niveau des skins. Bah ouais, parce que j'ai calculé, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. J'explique après. Parce que si t'as 6 compétences en... Je voulais que les parties soient courtes, hein, encore une fois. Si t'as 6 compétences par skin, et que tu n'as que 3 manches, et même si tu joues 6 tours, même si on jouait 6 tours, 6 tours c'est... Franchement, 6 tours c'est la durée moyenne d'un jeu en vrai. Et ben 6 compétences, 6 tours, il n'y a pas besoin de niveau par skin en fait. Parce que tu n'iras jamais au-delà de 6, donc tu débloques toutes tes skins et puis c'est tout. C'est que ouais, on en avait parlé, et je pensais que ça aurait peut-être été compliqué, mais après en faisant les calculs, je me suis dit, mais non, on meurt pas plus de 6 fois en fait. Et donc là encore moins, on meurt encore moins que 6 fois, ce qui nous obligera à faire des choix sur les skins. On n'aura pas tout débloqué. Après, on pourra créer des crews qui s'amusent à justement en débloquer plus. Ou alors, justement, parce que là, vous allez voir, il n'y a pas du tout la mécanique de shop de la mort. Ça, je veux qu'on la développe ensemble en bêta, parce que je pense qu'elle est assez complexe, mais intéressante. Peut-être que ça va être là, qu'à un moment donné, tu pourras débloquer plus de skins en sacrifice d'autres choses, ou etc. Mais si en jeu tout nu, sans ces mécaniques-là, même s'il n'y avait pas 3 manches, même si on mettait 6 manches, donc 6 tours de jeu, ce qui est une durée de partie moyenne assez classique, on n'aurait pas débloqué en fait toutes nos skins. Donc le fait d'avoir des niveaux sur les skins, c'est pas du tout une obligation. Donc du coup là, il n'est possible de mourir que de 1, 2, 3 fois, sauf compétence spéciale qui nous ferait revenir plus tôt. Et c'est ça aussi qui m'intéresse de faire des rounds, parce qu'il y avait un truc qui n'existait pas sans les rounds, c'est qu'on ne pouvait pas avoir de mécanique d'équipe ou de skin qui permettent de revivre plus tôt ou de faire ces choses-là, et d'avoir des mécaniques avec ça. Que maintenant, bah, vu que tout le monde ne revit pas à chaque tour de jeu, ce petit temps de latence peut devenir une compétence d'équipe qui peut être intéressante à travailler avec. Ça nous ouvre encore une fois une porte sur d'autres stratégies, d'autres créations de crew. Donc ça, c'est les 3 rounds, mais on a toujours... Donc, une fois qu'on arrive à la fin... Donc ça fait 9 tours en vrai. Mais bon, après, ça restera une partie courte parce que 9 tours, mais on a très peu de figurines et elles meurent très vite. Donc en réalité, les derniers tours de chaque manche, il doit rester 2 bonhommes sur le terrain, donc ça va, ça le fait. Mais d'ailleurs, peut-être qu'on rajoutera le fait que s'il reste qu'un personnage... Ah ouais, c'est pas intéressant. S'il reste qu'un personnage, bah du coup tu marques des points en plus parce que t'as dominé, mais c'est la fin de la manche. Donc si par exemple tout le monde se canarde dès le premier round et qu'au deuxième round tu tues un mec, paf, fin de la manche quoi. T'en es aux règles, t'as fait un cahier des charges avant. Oui, bah c'est le premier live qu'on a fait. Le tout premier live qu'on a fait, j'ai défini un cahier des charges et dans le tout premier doc qu'on a écrit, il y a le cahier des charges qui va avec. C'est justement d'ailleurs dans le live que je revenais qu'on s'éloignait un peu du cahier des charges en commençant à rajouter du matériel, alors que le but c'était d'utiliser un maximum le matériel présent, les cartes. Et bah, justement, vous allez voir, là, on va utiliser les cartes. La première étape, donc, de faire un cahier des charges. Oui, carrément. C'était vraiment... bah, moi, c'est comme ça que je fonctionne, en tout cas. Quitte, comme je l'avais dit bah, dans le tout premier live, il me semble, hein, et même que je l'ai redit dans le live... j'ai refait le point, je me rappelle dans les vidéos là, que j'ai publiées, je le redis à un moment donné, c'est que, bon, quitte à les casser les règles et les contraintes du cahier des charges au bout d'un moment, parce que elles sont obsolètes, mais c'est bien de s'en construire au début, parce que ça aide franchement à te donner comment dire, une direction pour bosser. Quand tu peux tout faire, ben, tu vas nulle part, quoi. Alors, c'est pour ça que j'avais construit dès le début du projet une sorte de cahier des charges, qu'on a repoussé, on a rajouté des règles, enfin, on l'a modifié ce cahier des charges entre-temps, mais au moins ça nous donnait une direction. Je pense que c'était important. Et là, comme bah, je le disais juste en préambule, dans ce cahier des charges, il y avait cette idée, qui a été rajoutée d'ailleurs, mais il y avait cette idée de multi, donc du coup je voulais re-avoir les sensations de multi. C'est pour ça que j'ai essayé de chercher un truc qui peut aider ça, comme ce que je vous disais, le fait de pouvoir s'allier entre nous le temps d'une manche parce que l'autre il score trop. Je voulais que ce soit un truc voilà, où il y ait plusieurs façons de gagner, que tu ne sois pas prisonnier par le scénario. Donc c'est pour ça que je vous présente ça. Ça faisait partie de mon cahier des charges.
Il y avait quoi? Il y avait quoi? Il y avait quoi? Il y avait que ça devait être court. Donc ça fait partie de mes calculs justement pour mettre ces choses-là en place. L'utilisation des cartes, ça je vais en parler. C'est dans le cahier des charges. Enfin, l'utilisation du matériel, mais du coup, ben, les cartes sont un matériel. Tu fais ça avec la commu. De quelle façon tu partages, hormis les lives, les docs sont partagés aussi? Oui, bah ils sont sur le Discord. Tous ceux qui veulent participer sont les bienvenus. Il y a le Discord. Et après, il y a les lives. Vous pouvez discuter avec moi. Mais sinon, oui, le peu de docs qu'il y a, bah, par exemple, la carte que j'ai montrée tout à l'heure, là. Elle est où? Elle est là. Elle est sur le Discord, avec aussi faite de manière à pouvoir être imprimée indépendamment sur plusieurs A4. Les premiers docs, les premiers écrits, les cahiers des charges, c'est tout sur le Discord. Les idées, les développements, par exemple les idées de Farah, il les écrit sur le Discord. À chaque fois qu'il a une idée, il la balance. Et puis j'y réponds, et puis on discute, et puis voilà quoi. Où j'en étais? Oui, donc les manches. Comme ça, je vous ai dit pourquoi je veux faire des manches. Pour rythmer un peu la partie, pour mettre un petit temps de latence entre les rip-hop. Ça permet de développer justement des stratégies et aussi des compétences autour de cette idée de temps de rip-hop. Il y en a qui pourraient être plus ou moins courts, etc. Et ça permet aussi vous allez voir, mais de faire que les parties sont un peu différentes et tout. On joue pas un scénario. Vous allez comprendre, mais chaque manche va avoir sa particularité. Après, donc vous voyez, donc il y a les 3 rounds. Après, j'ai rajouté ça, c'est Pro Killer. Parce que, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, donc comme on l'avait dit dès le début, si on arrive à un certain nombre de morts qu'on a fait, nous, un certain nombre de kills, on met fin à la partie. Ça met même pas fin au tour de jeu, mais ça met fin même à la manche. Après, on regarde qui c'est qui a gagné la manche et tout. Donc j'ai fait mes calculs. Si un mec est très très bon, et qui focus, le kill, il peut faire s'arrêter la partie au 2e round. Par contre, il faut qu'il soit bon. Hein. Sinon, en moyenne, on va finir dans le round 3. Mais peut-être qu'on ne fera pas tous les tours à chaque fois. Donc je trouvais ça assez intéressant en termes de calcul. Maintenant, il faut voir en test. Salut Ben. Donc faut voir en test. Mais pour le moment, là, j'en ai mis 10 parce que d'après mes calculs, qu'on soit à 4 ou à 3 équipes, le mieux qu'on puisse faire, c'est arrêter en plein milieu du round 2, si on fait que ça, qu'on vraiment on focus le kill. Sinon, en moyenne, on va s'arrêter milieu du round 3, fin du round 3. Voilà. Donc, c'est pas systématique. Il faut focus pour pouvoir arrêter le jeu comme ça. Mais par contre, du coup, comme c'est pas systématique, j'ai voulu le récompenser. C'est-à-dire que ça va nous gagner aussi des points, le fait de pouvoir faire ça. Donc, le premier qui arrive à 10 kills, parce que vu que le tour se finit pas, on peut rattraper et faire aussi 10 kills de notre côté. Mais le premier qui arrive à 10 kills, il va pouvoir cocher cette case et vous allez voir après le système de victoire, ça aura son importance. Donc c'est récompensé d'arriver à mettre fin à la partie avant le temps imparti, justement grâce au kill. Ensuite, j'ai appelé ça l'overgrid, je sais pas comment on appelle, il fallait que je mette un nom voilà, pour l'élu. Mais vous avez compris, il y a des petits sous. C'est tout simplement celui qui va récolter le plus de pognon, qui va réussir à le garder aussi, parce qu'on a vu qu'à chaque fois qu'on se fait péter la gueule, ça tombe par terre. Donc c'est pas évident d'y garder. Mais justement, c'est cool que ce soit pas évident d'y garder, parce qu'encore une fois, ça nous ouvre des portes sur des mécaniques d'équipe qui justement jouent sur le fait de pouvoir encaisser l'argent, le garder, le sécuriser, le voler aux autres, etc. Et donc du coup, ça va être un aspect important aussi du scoring. Et donc il y a une récompense pour celui qui a été le plus greedy, en fait. Hein, voilà, tout simplement. Hein, money is money. Et le high score, ça va être aussi une récompense qui va être liée à ces petites cases qui sont en bas, j'explique juste après. Mais en gros, vous voyez, donc si vous avez remporté la manche 1, vous allez le cocher, si vous avez remporté la manche 2, vous allez le cocher, etc. Si vous avez été le premier à faire les 10 kills, vous allez le cocher, si c'est vous qui avez le plus de pognon, vous allez le cocher, si c'est vous qui avez le plus gros score, vous allez le cocher. Et en fait, ce qui va faire la victoire de la partie, c'est pas d'avoir remporté la manche 1, c'est pas d'avoir remporté le plus de sous, c'est d'avoir le plus de succès. Et donc pour le moment, j'ai mis ces succès-là, mais ça nous ouvre une voie aussi, enfin, c'est une possibilité que, comme Farah parlait par exemple de particularités de terrain pourrait amener d'autres formes de scénarios ou d'autres formes de victoires. Je trouvais ça intéressant, mais là, vous voyez, c'est une grille possible de façon de scorer, de succès. Ça sera les succès de l'alpha, du coup, mais après, rien ne nous empêche d'avoir, par exemple, par terrain, une façon, enfin, des succès différents en fonction des terrains, par exemple. Et ça pourrait varier un peu les parties et les façons de jouer. Ça pourrait être intéressant. On pourrait même, du coup, envisager de créer des formes de coop ou des choses comme ça.
juste en changeant les succès de ce système de victoire. Mais en gros, celui qui a le plus de succès, ben, il a gagné. Voilà. Donc c'est pas celui qui a le plus de points, c'est celui qui a le plus de succès. Par contre, celui qui a le plus de points, il gagne un succès en plus. Il est quand même récompensé d'avoir eu le meilleur scoring. Celui qui a fait le plus de kills, il est quand même récompensé. Celui qui a récolté le plus de pognon, il est quand même récompensé. Après, ce qui paye le mieux, c'est celui qui a gagné le plus de rounds. Parce que du coup, il y a quand même 3 succès. Mais bon. Donc voilà, c'est encore possible de jouer sur plusieurs tableaux avec ce système-là, selon moi. Et donc oui, le high score, en fait, vous allez voir, les rounds vont avoir, par un système que je vous expliquais avec les cartes, des valeurs en points. Donc à chaque fois, vous allez voir qu'il y en a qui vont être, du coup, plus ou moins intéressantes à gagner. Mais en tout cas, ça va nous rapporter des points. Le nombre de kills, indépendamment du fait qu'on en ait fait 10, hein, parce que comme le tour se termine pas, on peut en faire plus. C'est possible. Le nombre de kills, pareil, ça va rajouter des points. Le nombre de pièces qu'on va... Alors ça, faudra qu'on regarde si on doit le diviser par 2, si on doit le diviser par 10, si on doit le laisser tel quel, à savoir combien il y aura de pièces sur le terrain, ça je ne sais pas encore. Mais ça aussi, ça va se rajouter et ça donnera un score total, le high score. Et le high score te donnera un succès. On pourrait faire des extensions tout à fait, Farah. Tout à fait. On va déjà faire le cœur de base, mais oui, oui. En fait, mon idée dans la création du cœur de gameplay, c'est de nous ouvrir des voies si un jour on va plus loin, qu'on a d'autres idées et tout. On ne s'est pas fermé. Tu vois, on a des possibles. Du coup, là, on a des possibles. C'est genre, le jeu ne se joue pas que comme ça. C'est possible de modifier pas mal de trucs et d'en faire un autre type de jeu, quoi. Et pareil, en fait, quand je vous parlais de campagne tout à l'heure, c'est pareil, parce que ça peut aussi être lié au skin. Donc pour l'alpha, on verra pour l'alpha, c'est pas le cas. On avait parlé de peut-être que les crews influent sur sa façon de gagner. Pour l'alpha, ce sera pas le cas, parce que déjà, il n'y a pas vraiment de crew. Bah, je vais faire 4 crews alpha qui sont là pour tester un peu cette mécanique d'évolution de la team, et de choix. Mais il y aura pas vraiment, c'est pas vraiment très développé, ça on va le développer dans la bêta, donc du coup pour le moment ça n'influe pas sur la victoire. Est-ce que ça influera sur la victoire? Je sais pas. Ça on en parlera ensemble quand on attaquera à faire des crews. Mais peut-être pas, peut-être que c'est pas une bonne idée, peut-être que ça devrait plutôt, par exemple si tu fais les succès pour faire plaisir au public, plutôt que d'avoir des points, ça te donne des compétences ou des bonus ou des trucs à utiliser, tu vois, en jeu, des trucs marrants, je sais pas. On verra, on discutera ensemble. Peut-être que certaines équipes, elles, ça leur permettra de gagner un succès, de faire plaisir au public. Peut-être qu'il y en a qui seront plus axés score, peut-être qu'il y en a qui seront plus axés bonus de jeu, je sais pas. On a encore... tout est ouvert à ce niveau-là. Mais par contre, quand je vous parlais de campagne, bah justement, par exemple, si, imaginons une campagne simpliste au possible, mais votre but c'est d'avoir le plus d'achievements possible, plus de succès possible, et ben peut-être que des fois vous allez vous en foutez de gagner la partie, mais ce que vous voulez, vous, c'est d'avoir le high score, parce que vous voulez battre votre ancien score, parce que ça fait partie de vos buts de campagne personnels. Voilà, par exemple. Bah ça, encore une fois, bah c'est ouvert grâce à ces possibilités-là. Peut-être qu'une campagne, l'idée, c'est d'avoir au moins réussi à avoir chaque achievement au moins une fois, par exemple. Et comme ça, en plus, on reste dans l'idée un peu jeu vidéo. Oui, on pourrait émuler la bêta avec un concours de création de team, avec à la clé leur illustration par toi et peut-être même une soirée conversion. Ouais, carrément, carrément, ce serait cool. Ce serait cool. En plus, c'est un petit peu... si le jeu prend, bien sûr, hein, s'il n'y a pas de commu et que le jeu prend pas, on ne pourra pas faire des choses comme ça, mais c'est un petit peu ce que j'aimerais comme vie du jeu. Plutôt que moi créer des crews, enfin si, je vais en créer, c'est sûr, mais que de temps en temps, il y ait comme crew officiel, une crew qui a été choisie par la commu et créée par un membre de la commu, ce serait super cool. Que ce soit un espèce de petit rituel et tout. Mais ça, bon, bah, encore une fois, c'est si commu il y a. Mais c'est ce genre de truc que j'aimerais bien, ce genre de dynamique communautaire que j'aimerais, qui serait super, ouais. Et complètement, ouais, on pourrait accompagner. On verra au niveau de l'évolution où on en est sur la bêta, mais on pourrait carrément accompagner cette bêta de ce genre de petit événement sympa entre nous et invite les gens aussi à participer et à créer. C'est important de créer. Blibli, donc qu'est-ce que je disais? Ah oui, bon du coup. Bon, c'est assez facile de comprendre le greedy, assez facile de comprendre le high score, assez facile de comprendre le pro killer. Maintenant les rounds, comment ça se passe les rounds? Comment on définit les points et comment on définit quel type de scénario c'est? Donc, pour le moment, à chaque partie, on va avoir une main de départ. Et ben du coup, j'ai décidé. J'ai décidé que ça allait en coûter de choisir le round. Donc, chaque joueur, dans sa main de départ, va choisir une carte. Et le symbole de la carte choisira quel type de scénario aura une round.
et la valeur de la carte, combien de points ça va rapporter de remporter cette round, cette manche. Je vais dire cette manche, hein, je vais parler français, c'est mieux. Voilà, donc symbole de la carte, type de manche à jouer, type de défi de manche, et valeur de la carte, le nombre de points de victoire que ça apporte. À voir si on fait un truc particulier pour les figures. Sauf que, bah forcément, si vous choisissez cette carte-là, déjà, bah, elle n'est plus dans votre main, donc c'est embêtant. Mais si vous mettez que des cartes nulles, bah, ça fait pas beaucoup de points à scorer, donc c'est embêtant aussi. Donc va falloir choisir un peu. Et surtout, elle n'est plus dans la partie, parce qu'elle va être bloquée pour justement les rounds. Et en plus, il va falloir ruser, vous allez voir, quand je vais au fur et à mesure de mes explications. Donc on va tous choisir une de ces cartes, puis on va la révéler. Et celui qui aura la plus grosse valeur sera le premier joueur, et ce sera la première manche jouée, et après on jouera les autres manches dans l'ordre horaire du tour de table. Bon, sauf que si on met tous la plus grosse valeur, c'est égalité. Dans ce cas-là, c'est celui qui a la plus petite valeur qui va être le premier joueur, et la première round qu'on va jouer, ce sera la sienne. Et si là, parce que tout le monde a décidé de mettre un 10, bah c'est encore égalité. Tout le monde va devoir défausser sa carte, donc vous allez avoir une main de moins de cartes, parce que vous allez devoir rechoisir une nouvelle carte, mais vous n'allez pas repiocher. Donc il va falloir ruser, voilà, pas systématiquement mettre un 10, mettre un 5. Déjà, rien qu'au début du choix des cartes que vous allez utiliser, il va falloir ruser avec votre main. Sachant qu'il n'y aura que 3 rounds, comme j'ai dit, et qu'on peut jouer à 4. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh ben le dernier, sa carte elle est jetée, et on ne jouera pas la round qu'il voulait. Des os. Donc il y a quand même intérêt à essayer d'être premier joueur, surtout quand on joue à 4. Mais en même temps, si on met des trop grosses valeurs, bah, peut-être que les autres ont eu la même idée, et donc du coup on va devoir se défausser de cartes de la main, donc c'est chiant. Donc peut-être que celui qui a une stratégie de jouer avec peu de cartes dans sa main, peut-être que ça l'arrange, etc., etc. 3 manches, ça fait 2 pages de pub. Là, je sens une idée parasite en approche. 3 manches, ça fait 2 pages de pub. Attends, j'ai pas pigé. Ah, entre chaque manche. Ah yes. Ah ouais, bonne idée. Ah, faudra réfléchir à ça. Ça sera plus peut-être pour la bêta, parce que le côté très narratif, on va vraiment le développer dans la bêta. Mais effectivement, qu'il y ait une idée d'annonce publicitaire et tout, j'y ai pas pensé. Mais c'est très très cool, je trouve ça très drôle. Moi en plus, je pourrais faire des fausses pubs. Si, ça pourrait être bien marrant, ouais. Ouais, gardons-la dans un coin de l'esprit, là. Limite, faut la marquer sur le Discord, mais c'est cool. Ouais, j'aime bien l'idée. Ouais, complètement, ouais. Ouais, j'y ai pas pensé, mais c'est vrai qu'il y a des interludes entre les branches, du coup. Ouais, c'est pas mal. Avec des multiplicateurs, des entrées. Ouais, ça peut être sympa, ouais. Avec des figurines pop girl, bah tout à fait, mais carrément. Ah, il y a des trucs à faire, hein, ça peut être fun. Hein. Faut voir si ça doit avoir un impact sur le jeu aussi, ça peut être rigolo aussi. Justement, ça peut être le moment d'aggro les spectateurs. Peut-être de piquer des spectateurs aux autres, on peut peut-être piquer les viewers des autres équipes, ça peut être fun hein, d'avoir un système comme ça. On verra après, ça c'est encore plus avancé. Ça sera pas dans l'alpha, c'est sûr, mais ah oui, j'aime bien l'idée. Ça ouvre des possibles. Du coup, ça, je vous explique comment on choisit les cartes. Donc après, il y a un intérêt aussi là de choisir les cartes que j'aime bien, stratégiquement. Oh, rien sérieux là. C'est que, ben, du coup, on sait quelles sont les manches. On sait quelle est la première manche, quel type de première manche on va jouer, quel va être le défi de la seconde, quel va être le défi de la troisième. Du coup, on n'y va pas au pif. On peut commencer à définir une stratégie et pour mieux choisir ses sides, choisir sa façon de jouer. Il y aura un système de corruption, ben, ça pourrait être sympa, ouais. Tout ça, j'y garde pour la bêta. On va bosser ensemble, voir ce qu'on rajoute. Mais j'aimerais bien qu'il y ait pas mal de règles qui sont un peu. Qui plantent un cadre narratif. Et donc, du coup, la corruption dans le milieu narratif qu'on a créé, qui est le compétitif jeu vidéo, et influenceurs et pubs et compagnie et internet, c'est clair que la corruption, ça peut être intéressant. Après, il peut y avoir des scandales. Hein. Si ton mec s'appelle Norman, qu'on ressort des vieilles vidéos et des témoignages, ça peut être compliqué. Hein. Mais ouais, non, je pense qu'on peut faire des trucs comme ça, sympa. Ouais. Mais ça, on développera ensemble dans les sessions game dev de la bêta. En campagne, j'ai envie de voir un système de méchanceté pour ceux qui perdent, qu'ils ne soient pas en retard, mais qu'ils deviennent haters. Ouais, ça pourrait être fun. Ça pourrait être fun, ouais. Surtout que moi, ce que j'ai envie de développer dans la campagne, justement, c'est vrai que c'est un truc qui peut être assez frustrant. Par exemple, moi, je joue à des vieux jeux comme Necromunda et tout ça. Tu peux avoir l'impression d'être à la bourre sur tes potes.
Moi, je veux vraiment qu'on arrive à développer un système où, bah, peu importe où t'en es dans ta campagne, t'es quand même sur un pied d'égalité sur le terrain. Donc, faut pas que ce soit punitif, qu'il y ait des meilleurs et tout. Faut que ce soit plutôt une histoire qui évolue autour de ton équipe, qui est intéressante, qui a des rebondissements, voilà. Un drama coréen, un truc de ouf, quoi. Un peu façon Rumble Slam. Ah ouais, ouais, bah Rumble Slam, en plus, il est dans la même optique parce qu'ils ont des sponsors, il y a un public. Enfin, sûrement qu'on va aller, on va en parler plus souvent de ce jeu pour voir un peu ce qu'ils proposent. Comme j'avais parlé aussi de Gazland qui avait des idées de sponsors. Je parle beaucoup de Blood Bowl parce que forcément, pareil, il y a l'idée qui est là et puis c'est un peu le plus ancien. Mais ouais, complètement. Ouais. Si t'as un sponsor comme la SNCF, c'est jouable. Bah pourquoi pas, puisque vous allez créer vous-même vos crews et que vos crews. On verra si on différencie sponsor et crew, parce que pour le moment, c'est pas le cas. Mais ça peut aussi être une idée. On peut se dire que chaque crew peut même changer de sponsor en fonction de la campagne et tout. Donc du coup, ça peut être intéressant de les dissocier. Et donc les sponsors apporteraient différents bonus ou autres. Du coup, ça ferait un élément de plus que la commu peut créer. Et donc du coup, tu pourrais créer toi-même ton sponsor SNCF avec les bonus. Et après, moi, ce que j'aimerais en termes de jeu officiel, c'est-à-dire que ce soit officialisé par la commu. C'est-à-dire que un membre de la commu crée par exemple une crew, et c'est la commu qui la teste et tout, et qui dit ouais, ok, elle est pas cheatée, vas-y, on approuvé par la communauté. C'est pas moi qui approuve, tu vois. J'aimerais bien que ce soit la commu qui approuve une nouvelle crew créée par un des joueurs et qu'elle devienne d'une certaine façon officielle par l'approbation de la commu. Pour un profil Rocky qui va luer pour une offre de stage entre les matchs. Ouais, mais carrément, mais ça c'est vraiment un système de campagne. Mais ce serait très très cool d'y développer, c'est clair. Puis vous allez voir comment on va jeter des graines sur ce genre de questions avec le prochain jeu qu'on va développer en parallèle, le mode de jeu que je vous ai dit, parce que ça tourne autour de ça justement, et de ces aspects-là de campagne. En fait, mine de rien, dans un sens, comment dire, ça va nous servir aussi de test pour les possibles campagnes de Arena, de créer ce mode de jeu, vous verrez. Donc 6 compétences de base, puis façon Pokémon, tu remplaces la capacité. Par exemple, ou alors, tu vois, il y a un système de noms. En fait, tes personnages ont un nom, mais le nom peut se retrouver sur plusieurs skins. Donc peut-être qu'ils pourraient débloquer, par exemple, des nouvelles skins. Ça pourrait être une forme d'évolution. Parce que dans le jeu vidéo, ça se fait beaucoup, ça. Tu développes des nouvelles skins. Et donc, du coup, tu développes des nouvelles compétences. Et en fait, bah, ton rookie, il a une skin de base, tu vois. Et petit à petit, bah, tu peux avoir des skins un peu plus funky. Ça pourrait être sympa de faire des trucs comme ça, par exemple. À voir, à voir, à voir, à voir, à voir. On testera des trucs, hein. On n'y est pas encore, doucement les gars. Je suis en train de vous expliquer comment on gagne en alpha, et là vous êtes en train de faire une campagne en bêta. Ah là là. Bon, alors, les défis. Marquer des points, blablabla, rythmons la partie. Ok, c'est parti. Donc c'est quoi les défis? Donc là j'ai mis ça parce que j'ai eu ces idées-là. Après, encore une fois, on est en mode création. Donc si vous avez des suggestions, s'il y a des trucs que vous trouvez pas ouf ou je sais pas quoi, on en parle, hein. Donc si vous choisissez une carte cœur, j'ai décidé que c'était le Battle Royale pour le moment. Donc c'est quoi le Battle Royale? Donc à chaque début de tour, les joueurs vont piocher chacun une carte et la dévoiler. Et la valeur de la carte, je vais remontrer la carte justement, la map. La map, là, ça se voit pas bien là-dessus. Mais la map a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carrés. La map est constituée de 9 carrés. Incroyable. Et donc du coup, on va tirer une carte en début de tour quand on est en Battle Royale. Hein. Donc uniquement sur les manches de Battle Royale. Après, c'est possible que tout le monde choisisse des cœurs et qu'on fasse une partie full Battle Royale. Hein. C'est ça que je trouve ça rigolo aussi. Hein. Et donc du coup, à chaque début de tour, on va tirer une carte, et ça va indiquer une de ces zones, donc la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, et si tu choisis un 10, tu choisis ce que tu veux. Ou alors, il n'y en a pas, je sais pas, on verra, on en discute. Toi qui as dessiné la map, ouais, enfin j'ai pas dessiné, c'est du photomontage, mais ouais, c'est moi qui ai fait la map, ouais. Après celle-là, elle est un peu complexe, un peu surchargée, j'en ai fait une plus simple qui est sur le Discord. Je sais pas si je l'ai là d'ailleurs. Montre celle-là parce que j'ai mis les numéros, enfin les emplacements, donc c'est plus simple pour vous y retrouver. Mais sinon, oui, j'en ai fait une plus simple. Voilà, elle est un peu plus épurée, on y voit un peu plus clair. Et bien sûr, ça c'est la map de l'alpha, mais on en a discuté, on aimerait bien pendant la bêta développer des systèmes de map propres au crew, donc du coup qui peuvent avoir des formes différentes. Le seul truc qu'il faut garder, c'est qu'il y a 13 points et qu'il y ait 9 carrés et des lieux de spawn, mais après ça pourra changer. Ça on verra sur la bêta, bien sûr. Que je revois le chat, voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, et donc, ça veut dire que
les zones délimitées. Par exemple, j'aurais tiré un as. La zone 1, à la fin du tour, s'il y a des personnages dedans, ils se prendront une blessure directe. Et par exemple, si l'autre aussi avait un as, eh ben, à la fin du tour, les personnages qui sont dans la zone 1, ils se prendront 2 dégâts. Donc ça, c'est le côté, je voulais garder vous savez, le côté jeu vidéo PUBG, Fortnite, où il y a une espèce de zone qui se rétrécit. Voilà, elle se rétrécit pas, mais de toute façon, le terrain est trop petit pour qu'on s'amuse à faire rétrécir des trucs. Mais voilà, ça oblige les joueurs à se déplacer et à se rencontrer. J'aimais bien ce système-là. Donc du coup, j'ai voulu le garder, et surtout, ça évoque beaucoup le jeu vidéo. Je trouve ça très drôle. C'est d'ailleurs pour ça que ce mode s'appelle le Battle Royale. Incroyable, le mec a pensé à tout. Hop. Et donc, du coup, il y aura ça. Et le but du Battle Royale, ben, c'est tout simplement le crew qui possède le plus de membres encore en jeu à la fin de la manche remporte le défi. Donc ça veut dire que si vous êtes 2 crews à avoir 2 mecs encore debout, personne ne remporte le défi. Il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Et donc le défi, ben, vous le cochez si vous l'avez remporté. Et surtout, ben, la valeur de carte, par exemple, j'avais mis un 5 de cœur, donc on jouait la Battle Royale. Le round vaudra 5 points pour le high score. Tout simplement. Ce sera le même système pour les autres. Si j'avais choisi de mettre un carreau, alors ça c'est une idée qui me vient du coup de Farah, c'est le capture de drapeau. Et je l'ai mixé avec, je sais pas si vous vous rappelez, dans Mario Kart et des choses comme ça, il y avait des systèmes de jeu où on se passait la bombe, ou alors on devait choper le drapeau sur un mec, mais on n'arrêtait pas de courir et tout. J'ai gardé un peu cette idée-là. C'est-à-dire que, donc, au début du match, au début de la manche, pardon, il y a j'ai fait du franc anglais en plus quand j'ai écrit, mais j'ai écrit ça à l'arrache. Hein. Au début de la manche, du coup, il y aura un drapeau qui sera posé sur la case du milieu, donc la case du milieu, la case King. Ah, j'ai mis la case King, d'ailleurs pas la case du milieu, donc ça veut dire que peut-être sur certains terrains, si on modifie les terrains, la case du milieu pourra se retrouver ailleurs. Hein. Mais en tout cas, il y aura le drapeau qui sera posé dessus. Ouais, complètement. Mais j'en ai pas les compétences, Data, de faire ça en jeu vidéo, mais oui, ça pourrait se développer. En tout cas, nous, on y fait référence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'amener des mécaniques de jeu vidéo dans le jeu de plateau, voir un peu ce qu'on peut faire avec. Mais oui, effectivement, ça pourrait se transposer, ça pourrait être intéressant. Après, je pense que ce qui serait le plus intéressant, encore plus, si ça se transposait en jeu vidéo, c'est justement pas de faire un copier-coller du jeu de figurines, mais de trouver un moyen qui s'exprime par son autre média, qui est le jeu vidéo, autrement, mais qui reste dans l'esprit, ouais, ça pourrait être carrément. Alors, donc le drapeau, donc on met un drapeau au milieu, sur la case Loot King, et tous les personnages qui passent sur la case, n'importe quel personnage qui passe la première fois sur la case, il chope le drapeau. Alors j'avais pensé, je ne l'ai pas marqué, mais ça pourrait être intéressant, c'est le fait d'avoir le drapeau. Par exemple, ça peut te bloquer une side. Tu dois choisir une side qui n'est plus active. Ça peut être intéressant. Il y a quand même un prix à payer de porter le drapeau. Après, j'ai pensé peut-être qu'on pourrait aussi se passer le drapeau, se lancer le drapeau, poser le drapeau, à voir si on rajoute ces choses-là. Ça peut être intéressant. Pour le moment, j'ai mis au plus simple. Et donc c'est très simple. Si vous butez un mec, le drapeau il tombe par terre à sa place. Et donc en gros le crew qui à la fin de la manche est en possession du drapeau remporte la manche. Simple. Donc en gros ça va être le chat et la souris. Pic. J'ai décidé de mettre un pic. Le pic c'est le plus simple. Le pic c'est le deathmatch. C'est s'il y a un crew qui a éliminé plus d'adversaires que les autres, il remporte le match. Il remporte la manche. Et trèfle, zone de contrôle. Alors là, j'ai repris nos idées qu'on avait de graffiti, qu'on avait parlé avec Farah, qui pouvait être sympa. Je l'ai simplifié, à voir si on modifie ça par la suite avec la bêta et tout. Là, c'était juste pour avoir un 4e scénario. C'est qu'à chaque fois qu'un personnage passe sur une case loot, donc ces cases-là jaunes, eh ben, il la met aux couleurs de son équipe. Et à la fin, le crew qui a le plus de couleurs de son équipe sur le plateau remporte la manche. Donc en gros, il va falloir courir de case de loot en loot pour foutre ses couleurs, et si les autres y mettent leurs couleurs, il faudra repasser dessus, etc. Un scénario assez classique de jeu vidéo. Ça me fait penser à Splatoon et des trucs comme ça. Donc voilà, c'était l'idée des 4 scénarios. Je sais pas ce que vous en pensez. Et donc, comme je l'ai précisé, en cas d'égalité, il n'y aura pas de vainqueur, parce qu'ici, il y a pas de... on n'est pas dans le monde des bisounours, on n'est pas amis, on est dans le monde de la compétitivité et du pognon sur Internet et les jeux vidéo. Voilà, c'est ça notre narrativité. Donc on est des enculés qui voulons un chèque. Yes. Je trouve que ça fait très jeu vidéo. Après on pourra, comme j'ai dit, on pourra en inventer d'autres, et en fonction des peut-être des sponsors ou peut-être des équipes, voir si ça fait varier le machin et tout. Mais
pour l'alpha, on aura un corps commun au moins. Et au moins, ça permet voilà, de varier les parties, parce que bah, c'est un coup, on va jouer cœur, donc deathmatch, battle royale, ou enfin voilà, il va y avoir plusieurs combinaisons possibles. Et surtout, il y a comment dire, il y a un choix stratégique de chaque équipe de choisir quelle manche il y aura et de se dire tiens, moi j'ai mes billes à jouer sur cette manche, vas-y, je mets le max de points sur cette manche, je vais essayer de faire du point là-dessus, je vais essayer de remporter celle-là, tant pis pour ce que vont jouer les autres. Ou alors justement de se dire bah je sais que cette équipe-là, lui il est fort à ça, donc mais il est nul à cette façon de jouer. Genre il est nul en deathmatch, bah vas-y, je mets du deathmatch parce que je vais lui killer sa tronche. Voilà, il y a une influence stratégique dans le scénario, en cœur même de partie. Et moi j'aimais bien l'idée. Bien sûr, si, à tout moment de la partie, mais je vous ai dit, ça peut pas arriver avant le tour 2, avant la manche 2, pardon. Première manche, normalement, c'est impossible, même à 4. Si à tout moment il y a une équipe qui a fait 10 kills, elle dit stop, ah, j'ai fait 10 kills. Et donc, du coup, elle coche son succès de Pro Killer. Et les autres n'auront pas ce succès, même s'ils font plus de 10 kills. On finit le tour, mais la partie s'arrête. Et donc, du coup, la manche s'arrête. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne définit pas qui a gagné la manche. Si par exemple on était en capture the flag, la manche s'arrête et il y a une équipe qui a le drapeau, il gagne aussi la manche. Hein. Donc ça peut être intéressant par exemple d'essayer d'avoir ces 10 kills parce qu'on est en train de, par exemple de faire un capture le drapeau. On a le drapeau, on sait que si on attend 2 tours, le drapeau ils vont nous le prendre. On a eu du bol déjà de le choper, mais par contre on peut peut-être tenter d'atteindre les 10 kills assez facilement. Donc vas-y, on kill, et comme ça on met fin à la partie, comme ça les mecs ils récupèrent pas le drapeau, comme ça j'ai 2 succès, Pro Killer et capture the flag. Ouais, j'essaye d'imaginer les contextes de partie, qui pourraient se passer, les stratégies différentes et tout. Après, bien sûr, comme je vous ai dit, ça, c'est des calculs théoriques. Maintenant, il n'y a qu'une seule vérité, c'est la table. Donc, il faudra tester. Mais au moins, voilà, on a de quoi tester quelque chose maintenant. Parce que je vous rappelle que les premiers tests, on les avait fait juste sans scénario. Hein, donc voilà, ça va être cool. Au moins, il y aura des scénarios. Donc, la fin de partie, bah, c'est ce que je vous expliquais. Chaque joueur va valider la manche qu'il a remportée. Ça lui fera des succès. Donc en gros, c'est celui qui a le plus de succès qui gagne la partie. Un joueur a mis fin à la partie quand il accumule 10 points, du coup il a gagné le défi Pro Killer. Le joueur qui a le plus gros nombre de crédits en sa possession, et c'est là que ce sera intéressant quand on développera le shop pendant la mort, c'est que du coup, on devra faire des choix entre essayer de garder des crédits ou alors on s'en fout, de toute façon, on l'aura pas ce succès-là. Donc vas-y, dépense mes crédits, mais fais des deals avec la mort pour avoir des bonus pour essayer de remporter les autres manches, par exemple. Mais donc, du coup, celui qui aura eu le plus de thunes, le plus de tunas, remportera le défi Overgrid. Maintenant, il faut voir si dans le high score, ça fait pas un peu beaucoup. Et si c'est pas systématique que quand t'as le plus de tunas, t'as le high score. Du coup, à voir s'il faut pas diviser la valeur des crédits pour avoir moins de points à mettre dans le high score. On verra ça, la table parlera. On fera des tests, parce que j'ai essayé de faire des petits calculs mathématiques et tout, mais je me rends pas bien compte. Je pense qu'il faut vraiment que je fasse 2-3 parties pour me dire ah oui, mais non, en fait, on n'aura pas plus de X or, ou on aura beaucoup plus, ou voilà quoi. Enfin, je dis or, crédit, vous avez compris. Des bits. D'ailleurs, on appelle ça des crédits ou des bits? Bonne question. Le nombre de kills commis par son équipe. Là, il y a des fautes de partout. Incroyable. Chaque joueur comptabilise donc du coup les points que les rounds leur ont apportés, celles qu'ils ont gagnées, hein, parce que si t'as pas gagné la round, t'as pas gagné de points. Le nombre de kills que t'as fait. Donc ça peut être plus que 10 du coup, hein, parce que vu que le tour ne se termine pas, tu peux gratter un kill en fin de game alors que t'en as déjà fait 10. Le nombre de crédits qu'on a, donc à voir si on divise ou pas sa valeur réelle, ça te donne le high score, et donc du coup tu remportes le succès high score. Et donc tu calcules le nombre de succès que tu as, et puis tu vois si tu as gagné la partie ou pas. Voilà. J'ai repris quand même pas mal d'idées qu'on a discutées, hein. Ça a beaucoup changé vis-à-vis du point de départ, donc je suis assez content que ça ait bougé, et surtout que ça aille dans le sens... je trouve que ça renforce des aspects qu'on voulait mettre, donc c'est ça qui est assez cool. Comme je l'ai dit, il faudra tester, de toute façon on ne saura pas avant... Bien sûr, je vous ferai un truc plus joli que ça, mais je vais déjà vous mettre ça sur le Discord, comme ça, si vous voulez avoir votre petite grille de score pour faire vos tests de votre côté, vous pouvez. Mais voilà, quoi. Le truc est là. Après, j'aimerais bien faire des petites grilles de score pour chaque team. Ce serait vachement plus fun. Plus joli. On est encore dans cette idée de personnalisation
peut être sympa, quoi, au niveau graphique et tout. S'amuser un peu. Comme ça, on peut te rajouter une émission semaine le jeudi soir avec le test Roll20 si tu veux. On peut voir ça, ouais. On peut voir ça. Faut juste que, bah, pour l'émission Roll20, faut juste bah, je fasse les sides et, et au moins 3 skins qu'on puisse jouer. Et puis après, ouais, on pourrait carrément tester, ouais, complètement. Ouais, les lootbox, je vous dis rapidement. Mais en gros, je pensais tout simplement qu'il y a un choix quand même à faire. Mais les lootbox, en gros, bah, c'est un peu le même système que que les manches, que les défis de manches. C'est-à-dire que c'est en fonction du symbole. Tu pioches une carte en fonction du symbole. Tu la regardes, t'es pas obligé de la dévoiler. Et en fonction du symbole, tu peux décider d'utiliser l'effet du symbole. Donc si c'est un cœur, tu vas te soigner. Si c'est un carreau, ça va te permettre de piocher des cartes pour ta main. Si c'est un pic, ça va te permettre par exemple de level up ta side. Si c'est un trèfle, ça va te permettre de, je sais pas, genre bankable des pièces que tu as déjà sur toi. On pourrait se dire ça. Là, je dis des trucs un peu au pif, hein, faut qu'on développe, faut y réfléchir, mais voilà, ça pourrait être ce genre de choses. Et sinon, tu peux décider de, j'ai eu cette idée-là. On pourrait se dire, tu peux décider de, soit tu utilises l'effet, donc tu dévoiles la carte, soit tu l'as, parce que j'aime bien le côté bluff. J'en parlais d'ailleurs notamment avec Boonit quand on jouait à Warband, où il y a ce côté, on ne sait pas combien il a de points à l'adversaire en face. Tu peux décider de la mettre face cachée à côté de ton personnage qui la porte, et c'est le nombre de pièces qui récolte. Bah, par contre, s'il meurt, de toute façon, ça va gicler. Mais du coup, tu vois, tu peux essayer de mettre un peu. Ça pourrait être une idée de mettre un peu de. Un peu de bluff sur les scores que tu tiens ou pas. Ça se trouve, il y a un as, il aurait mieux fait d'utiliser le cœur pour te soigner, mais bon, juste pour faire un bait à quelqu'un, ben, tu fais oh! Puis hop, tu la poses comme ça, genre, j'ai plein de points. T'achètes? Ouais, j'aime bien le bluff, moi. Donc, du coup, il y avait cette idée-là à développer, t'as vu, hein, c'est vraiment flou ce que je suis en train de raconter, mais on pourrait peut-être avoir un truc comme ça. Ça pourrait être sympa. Du coup, là, bah, je pense qu'on se fixera, c'est quand on fera des petits tests sur vraiment le système de lootbox. Et voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Oh, je vais commencer. Oh, mon petit chat. Tu veux me faire des câlins? Bonjour. Oh, je suis un petit chat. Ah, t'as regardé la caméra, bravo. Quelle star. Quelle star. Incroyable. Bon, il est 22. Je sais pas, est-ce que vous avez d'autres trucs à dire? Des questions, des remarques, des idées, une blague, une anecdote? Sinon, bah, je propose qu'on coupe.